Ce soir au Téléjournal, c'est un vrai cri du cœur des jeunes Canadiens. Inspirée par la jeune Suédoise Greta Thunberg, des milliers de personnes ont marché pour le climat. Plus qu'on attend, pire que ça va être. Alors, on sera absolument fou d'attendre. Et c'est un grand jour pour la liberté de presse. La Cour suprême autorise la journaliste Marie-Maude Denis à ne pas divulguer ses sources. Avec ce beau résultat qu'on a aujourd'hui, moi, je suis vraiment encouragée. Je sens qu'on avance dans la bonne direction pour la conscience de l'importance de la liberté de presse, de la protection des sources. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Des milliers de personnes sont sorties dans les rues aujourd'hui à travers le monde pour participer à une mobilisation sans précédent contre les changements climatiques, comme on va le voir avec Mathieu Prost. Mais d'abord, chez nous, en Saskatchewan, eh bien, des centaines de jeunes de Regina et de Saskatoon se sont aussi joints au mouvement. Nicolas Duny. Ils ont bravé la pluie pour unir leurs voix, même à des milliers de kilomètres, à celle de l'environnementaliste suédoise Greta Thunberg. Les organisateurs des marches pour le climat en Saskatchewan s'attendaient à une foule de plus de 1000 personnes et ils ont été nombreux à se masser au pied du palais législatif à Regina et devant l'hôtel de ville de Saskatoon. Ils ont défilé en appelant les responsables saskatchewanais à prendre des actions concrètes et immédiates et que l'on ait le droit de vote, ou pas encore, les grévistes veulent se faire entendre. On doit faire beaucoup plus et on doit arrêter de dire on peut adapter à le changement climatique parce qu'on ne peut pas. C'est plus facile de juste arrêter le changement climatique et faire le changement climatique comme pas un problème. Quand je ne peux pas voter, c'est tout ça. Ça, c'est une des façons pour moi d'être comme une partie du mouvement. Les manifestants s'en sont surtout pris au gouvernement de la province. Ceux qui n'y croient pas et qui ne sont pas prêts à agir, ils doivent trouver un autre travail. On veut les gens qui ont au moins un peu de logique, qui fait des décisions à notre nom. La décision de la Société de la Couronne SaskPower d'annuler son programme de rachat de l'énergie solaire est aussi particulièrement impopulaire. Chez les politiciens en pleine campagne électorale fédérale, le candidat libéral de Regina à Wascana, Ralph Goodale, a fait acte de présence. Des membres du caucus provincial du nouveau Parti démocratique ont fait une apparition, alors que les membres du Parti saskatchewanais, eux, se sont fait très discrets. Ici Nicolas Duny, Radio-Canada, Regina. Encore des marées humaines pour défendre le climat. En Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud, en Israël, en Italie, mais aussi en Inde ou au Nigeria, des millions de voix qui crient l'urgence d'agir. Plus de charbon, plus de pétrole, laissez le carbone dans le sol. Nous sommes la génération « débrouillez-vous avec ça », disent ces manifestantes silencieuses. J'attends surtout une vraie réaction. Pas juste « ouais, ça arrange les gens, on va avoir des votes ». Et si son geste, isolé il y a un an, est devenu mondial aujourd'hui? Ces mots ont aussi un écho. « How dare you » ? Comment osez-vous ? « How dare you » ? Comment osez-vous ? Demande la Suède natale de Greta. Comment osez-vous voler notre avenir ? Dit cette pancarte au Portugal. Quand d'autres détournent le slogan de Donald Trump en version beaucoup plus verte. Et d'ailleurs, les Américains marchaient eux aussi, encore une fois aujourd'hui. Mais l'épicentre de la mobilisation mondiale ce vendredi, c'était sans conteste Montréal, avec ses centaines de milliers de personnes dans les rues. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal. Et voilà, et comme Mathieu Prost l'a mentionné, bien Montréal a vraiment été l'épicentre de cette marche pour le climat, là où Greta Thunberg a marché. Julie Marceau.
Greta Thunberg a elle-même parlé d'un mouvement sans précédent. D'abord, dans les rues de Montréal, là, les organisateurs parlent d'1 demi-million de personnes. C'est sans compter une cinquantaine de manifestations dans les villes du Québec, sans compter les millions de personnes qui marchaient dans le monde. C'était très impressionnant. Les grandes artères de la métropole, qui normalement sont des véhicules pare-choc contre pare-choc, sur Saint-Laurent, par exemple, ou Sherbrooke, bien, tout ça s'est littéralement transformé en une mer de piétons, des cyclistes, des gens de toutes les générations, des enfants, des parents, de tous les corps de métier, des corps de métier qui parfois leur permettent de voir les effets des changements climatiques. Tous ces gens qui étaient là aujourd'hui pour participer à cette page d'histoire verte. On est avec une belle gang de mamans avec leurs enfants. Ça, c'est facile de venir marcher, là, mais après, il faut que tout le monde ici, on décide qu'on fait notre part aussi. On est des scientifiques engagés pour la planète. On a une ferme sur les toits de Montréal, puis on s'est arrêté aujourd'hui. On a fait nos récoltes ce matin, puis on a arrêté pour la journée pour venir participer à la grève. On dit non au projet de pipeline, gazoduc. Aux grands, aux adultes, de protéger l'environnement. La masse, le peuple, là, on va faire de pression pour que les choses bougent. On marche pour la planète, on marche pour sauver notre hiver. La jeune Suédoise de 16 ans est devenue un symbole à l'échelle internationale et je vous dirais qu'elle a réussi à séduire la foule montréalaise qui était déjà séduite. Elle a d'ailleurs rencontré, d'abord s'est mêlée à la foule, aux gens elle-même en participant à la marche et a rencontré un peu plus tôt ce matin le premier ministre sortant Justin Trudeau, questionné là-dessus par les journalistes. Elle a dit que c'était pas le problème d'un individu, mais de tout un système politique qu'il faut changer. Et selon elle, d'ailleurs, et elle a interpellé les gens à continuer de manifester tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas des gestes assez concrets pour freiner correctement le réchauffement climatique. C'était une coalition historique d'une vingtaine d'organisations pour permettre de faire venir Greta et d'organiser cette journée. On écoute la jeune Suédoise. Around the world today, millions of people are marching right now, and it's just incredible to be united in such a way for a common cause. We will never stop fighting for the living planet and for a safe future, for our future. We will do everything in our power to stop this crisis from getting worse, even if that means skipping school. Le changement arrive, si vous l'aimez ou non. Donc, une boucle de 3 km qui s'est terminée ici, à l'entrée de l'autoroute Bonaventure. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura assurément un avant et après le 27 septembre. Ici Julie Marceau, Radio-Canada, Montréal. La présence historique de la Cour suprême du Canada cette semaine à Winnipeg s'achève. Il y était notamment bien pour entendre 2 causes en appel, dont l'une bien porte sur les droits linguistiques et scolaires des francophones de la Colombie-Britannique. Le président de l'Assemblée communautaire françaiscoise, Denis Simard, dit ne pas être surpris de voir la Saskatchewan se ranger derrière la Colombie-Britannique dans ce bras de fer qui dure depuis 2010. Les juges de la Cour suprême pourraient rendre une décision en mars 2020. Et quel que soit le résultat, eh bien, Denis Simard affirme que les francophones du pays ont le pouvoir de faire avancer les enjeux qui les touchent. On doit s'intéresser à ces causes-là. On doit comprendre les enjeux de ce que ces causes-là veulent représenter. Il faut faire progresser la conversation. Il faut faire progresser, éduquer la population générale sur ça veut dire quoi être francophone au pays. Et si on peut arriver à faire ça, déjà là, ça va être un gain. Le lancement d'une nouvelle clinique de santé mobile, la clinique Wellness Wheel, a été célébré à l'Université de Regina aujourd'hui. L'un des buts de cette clinique est de restaurer le lien de confiance entre le système de santé et les Premières Nations. Du personnel médical va pouvoir ainsi se déplacer au sein des communautés autochtones de la province afin de répondre aux besoins de ces communautés comme le dépistage du VIH, le diabète, la santé mentale ou encore les dépendances. Le personnel médical a également été sensibilisé afin d'avoir une meilleure compréhension de la culture et de l'identité autochtone. Maintenant, c'est une victoire pour le journalisme d'enquête et aussi la protection des sources confidentielles. La Cour suprême dispense la journaliste Marie-Maude Denis de divulguer ses sources, mais le jugement n'est pas encore final, comme nous l'explique Christian Noël.
Un cri de victoire pour Marie-Maude Denis. Quel soulagement, quelle belle journée pour la liberté de presse. Elle se réjouit du jugement de la Cour suprême qui réaffirme que les journalistes ne peuvent être contraints de dévoiler l'identité de leurs sources confidentielles, sauf en cas de dernier recours. Je suis heureuse pour mes sources parce qu'elles étaient peut-être nerveuses pendant tout ce processus-là. Je suis heureuse pour toutes les sources confidentielles de mes collègues sans qui on ne pourrait pas faire des reportages d'intérêt public. C'est une victoire pour l'ensemble des journalistes au pays. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est un grand jour pour la liberté de presse et nous en sommes vraiment très heureux. Celui qui veut connaître l'identité des sources de Marie-Maude Denis, c'est lui, Marc-Yvan Côté. L'ex-politicien veut faire casser les accusations de fraude et d'abus de confiance qui pèsent contre lui. Il affirme que les reportages à son sujet, alimentés par des sources anonymes, l'ont empêché d'avoir un procès juste et équitable. Et pour prouver sa thèse, il veut savoir qui est à l'origine de ces fuites. La Cour suprême lui donne raison, en partie. De nouveaux éléments de preuve ont fait surface, disent les juges, et maintenant, la Cour du Québec devra réexaminer le dossier. Le tribunal de première instance aura notamment à se pencher sur la question de la nécessité. Est-ce que c'est nécessaire pour Mme Denis de même témoigner, avant même d'aller plus loin dans la loi et d'appliquer d'autres critères dans la loi? Pour sa part, l'avocat de Marc-Yvan Côté indique que son client demeure prudent. Ce n'est ni une victoire ni une défaite, dit-il, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça met de la pression sur le ministère public de dévoiler sa preuve. Il ne faut pas baisser la garde parce que Marc-Yvan Côté va sûrement vouloir relancer la bataille devant la Cour du Québec. On doit s'attendre à une nouvelle contestation. La Cour suprême cherchait l'équilibre entre la nouvelle loi sur la protection des sources journalistiques et le droit de l'accusé à un procès juste et équitable. Le fait de renvoyer la cause devant la Cour du Québec est une mesure exceptionnelle, disent les juges, dans une cause qui l'est tout autant. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa. Après la pause, la défense d'Alec Minassian, inculpé à la suite de l'attaque au camion bélier à Toronto, refuse d'aider la couronne à ouvrir et à décrypter les données de ses appareils électroniques. À la météo, demain, on aura un peu de soleil à Regina, mais malheureusement, plus la journée avance, plus on aura des nuages. On parle même de neige pour dimanche pour certains secteurs. Je vous donne tous les détails un peu plus tard dans le bulletin. Alec Minassian, qui est accusé relativement à l'attaque au camion bélier de Toronto en 2018, a avoué son crime à la police selon des documents de la Cour. Une juge de la Cour supérieure de l'Ontario a accepté la requête d'un consortium de médias de retirer, à compter d'aujourd'hui, un interdit de publication sur l'interrogatoire de l'individu après son arrestation. Les explications de Jean-Philippe Nadeau. Dans la vidéo de son interrogatoire, Alec Minassian affirme qu'il est très attiré par les femmes, mais qu'il n'a jamais eu de petite amie. L'individu de 26 ans dit appartenir au mouvement des incels, qui est l'abréviation d'Involuntary Celibate, des abstinents involontaires. Il explique qu'il s'agit d'un groupe d'hommes qui n'arrivent pas à perdre leur virginité et qui partagent leurs frustrations sur Internet. Il ajoute qu'il méprise les Chads, ces hommes athlétiques populaires auprès des Stacys, ces femmes qui les admirent. Alec Minassian souligne qu'il a commencé à se radicaliser après avoir rencontré sur Internet Elliot Rodger. Celui qu'il appelle le précurseur de son mouvement a tué 6 personnes avant de s'enlever la vie en Californie en 2014. Alec Minassian ajoute qu'il a planifié l'attaque au camion bélier de Toronto un mois à l'avance et qu'il a aujourd'hui accompli sa mission. Il affirme qu'il a écrit juste avant son crime sur Facebook que la rébellion des incels avait commencé. Il précise qu'il a même averti ses contacts sur Internet de ses intentions en utilisant un langage codé pour éviter d'être repéré par les autorités. Le jeune homme avoue d'ailleurs qu'il se passionne pour le codage et le décodage informatique. Alec Minassian souligne enfin qu'il avait prémédité son suicide par policier interposé, mais sans succès, en feignant d'être armé pour provoquer l'agent qui venait l'appréhender.
Les documents judiciaires nous apprennent par ailleurs que la police est incapable d'ouvrir 3 appareils électroniques qu'elle a saisis au domicile des Minassian après l'attaque. Les procureurs disent qu'ils ont besoin des codes de l'accusé pour examiner la nature des informations qui se trouveraient dans les 2 portables et le cellulaire en question. La défense refuse de révéler les mots de passe de son client parce que de tels renseignements pourraient expliquer son état de santé mentale dans les mois qui ont précédé l'attentat. Les enquêteurs ont donc fait appel à d'autres corps de police au pays ainsi qu'aux autorités américaines et même à l'entreprise Apple pour les aider, mais sans succès. Ici Jean-Philippe Nadeau, Radio-Canada, Toronto. You know what we used to do in the old days when we were smart, right? The spies and treason, right? On vient de l'entendre, hein, le président américain Donald Trump lance des menaces à peine voilées à l'égard du lanceur d'alerte et de ses informateurs qui ont mené plutôt, à la procédure de destitution qui le vise. Ces menaces font référence à la sanction qu'on peut infliger à un espion qui peut même aller jusqu'à la peine de mort. Le scandale a pris de l'ampleur depuis la publication d'un document d'un lanceur d'alerte sur la conversation téléphonique en juillet dernier entre le président américain et celui de l'Ukraine. Donald Trump et ses proches conseillers auraient tenté de dissimuler les enregistrements de cet échange téléphonique. Ils les auraient enregistrés non pas dans le système informatique habituellement utilisé, mais plutôt dans un autre servant à emmagasiner des informations liées à la sécurité nationale. Et ce scandale a des échos jusqu'en Russie. Moscou espère que Washington n'envisage pas de dévoiler les détails des appels entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, indique qu'il est anormal en diplomatie de révéler les détails confidentiels d'appels entre chefs de gouvernement et veut être certain que les relations difficiles entre Moscou et la Maison-Blanche ne mèneront pas à une situation similaire à celle de l'Ukraine. À la météo maintenant, Anne-Julie, nos voisins de l'Alberta se préparent à avoir une bordée de neige dans les prochaines heures et il semblerait aussi que nous aussi, en Saskatchewan, on va y goûter cette fin de semaine. Exactement, ça sera beaucoup moins pire et je vous dirais que, ça va juste être une petite partie de la Saskatchewan qui va y goûter de cette neige plutôt qui arrive très tôt dans la saison. Mais oui, certainement, on aura des précipitations de neige cette fin de semaine, mais je vous dirais que ce soir, ça sera plutôt calme, du moins on aura des nuages, plutôt frais quand même avec des minimums de moins 2 degrés pour Regina et pour Moose Jaw. Dans le nord de la province, c'est le même scénario, on a des vents qui sont faibles, c'est calme, on a quelques nuages, mais quand même, ça sera plutôt froid pour cette nuit avec quand même moins 5 degrés pour North Battleford, on a moins 3 pour Saskatoon. Maintenant, parlons de cette neige. Eh bien, d'abord, demain, on parle d'un ennuagement graduel pour la majeure partie du centre et du sud de la province. Et comme on peut le voir, demain, on termine la journée justement avec de la neige du côté de l'extrême sud-ouest de la province. Quand on parle de neige, eh bien, on parle de neige fondante, on parle de neige mouillée. On ne parle pas nécessairement de neige qui va rester au sol, mais quand même, on pourrait avoir de 15 à 20 cm de neige entre samedi et dimanche pour l'extrême ouest de la province. Donc, ça ne concerne pas Regina et Saskatoon. Maintenant, pour demain, à Regina, eh bien, on a un ennuagement graduel au courant de la journée. On aura des maximums de 7 degrés seulement. C'est plutôt beau pour Saskatoon avec 8 degrés. Maintenant, dans l'ouest de la province, comme je le disais, on aura des nuages demain. Et malheureusement, en soirée, on parle de neige quand même. Et je sais, l'automne est arrivé lundi seulement et on parle de flocons à ce temps-ci de l'année, mais somme toute, c'est ce qui nous attend. On aura 4 degrés demain à Swift Current. Maintenant, dans le nord de la province, ça sera plutôt beau, plutôt calme. On a des maximums de 7 degrés pour North Battleford et de 8 pour Prince-Albert. Et à plus long terme maintenant, eh bien, on aura un peu de soleil du côté de samedi, mais ça s'annonce plutôt frais et nuageux pour les jours qui suivent. Voilà, merci Anne-Julie. Au revoir. Bon,
Bon, après cette météo, de quoi réchauffer un peu nos cœurs, les Journées du patrimoine sont une occasion pour en apprendre davantage sur l'histoire, mais aussi pour l'expérimenter, le vivre nous-mêmes. Et c'est exactement ce que notre furteuse françaiscoise Nicole Laverne-Smith a fait. Ici la furteuse françaiscoise au parc provincial Fort Carlton pour les Journées du patrimoine. La journée commence bientôt. Les élèves sont arrivés, allons voir ce qu'ils font. Ici, les jeunes font un jeu de rôle pour mieux comprendre le commerce des fourrures. Un jeu traduit en français par la Société historique de la Saskatchewan. Près de la rivière, on devient des voyageurs braves et courageux. Le voyageur, historiquement, c'était une profession, c'était un job. En équipe, on forme des nouvelles compagnies. Alors, on a 5 minutes pour quoi? Dessiner le drapeau, choisir un nom. Et quoi d'autre? Il y avait quelque chose d'autre. Signer un contrat. Signer un contrat. Menés par un voyageur avec un bandeau aux yeux, nous devons maintenant récupérer nos ballots. Ce n'est pas facile d'être voyageur. Dur et fatigant, et tu dois transporter beaucoup de choses pesantes et voyager sur des lacs qui... Maintenant, on va faire un voyage en charrette de Winnipeg à Edmonton sur la piste Carlton. On passait avec les charrettes de la Rivière-Rouge qui étaient normalement plus grosses que ça. Hein? On se rassemble en équipe. On s'habille, on remplit notre charrette et l'aventure commence. Oh! OK, on pousse! OK. Ça, c'est pas pour les âmes sensibles. OK, vas-y. Plus tard dans le fort, la compagnie de la véranderie, venue de Saint-Boniface au Manitoba, met en scène la vie des voyageurs et des soldats de la Nouvelle-France. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Compagnie, halte. Ça fait depuis 25 ans que la compagnie fait des présentations, se rend dans les communautés, se rend dans les festivals pour partager justement notre culture, notre patrimoine, le fait français dans l'Ouest, l'arrivée des premiers Français dans l'Ouest. Alors pour nous, c'est vraiment notre mission. À la fin de la présentation, un coup de fusil. 3, 2, 1... Et j'ai l'occasion d'essayer des habits d'époque. Ici, dans le centre des visiteurs, je vais essayer d'autres habits. Et maintenant, un look plus féminin. Le directeur de la Société historique, Alexandre Chartier, dit que le Fort Carlton, un des rares forts de la province, est un endroit bien choisi pour cette 14e édition des Journées du patrimoine. On est dans une zone où la communauté francophone a une histoire intense. On s'est tellement amusé à la Journée du patrimoine! On continue en culture avec notre journaliste culturelle Rose Nantel. Vous allez bien nous proposer quelques activités là, pour ce soir et cette fin de semaine. Oui, tout à fait, Amélia. On commence dès ce soir avec le tout premier talk show à la Fédération des francophones de Saskatoon. J'en ai parlé dernièrement. Il s'agit d'une soirée d'entrevues, de blagues, de musique, entre autres. Et j'en ai parlé avec l'animateur et le co-créateur du talk show, Gaétan Benoît. Je lui ai demandé un peu comment est-ce que le projet est né. On l'écoute. En créant ce spectacle-là, on s'est dit, on va juste créer un événement où on peut juste avoir du fun. On n'a pas besoin de se prendre trop au sérieux, un peu d'autodérision, très léger. On vit dans un temps très cynique. On a tendance à se prendre tellement au sérieux. Et puis, on veut juste avoir un peu de folie, un peu d'absurdité. Évidemment, on va rentrer dans des idées puis des découvertes, puis on va faire découvrir des francophones de Saskatoon et faire découvrir et célébrer un peu l'histoire et puis la musique. Mais surtout, c'est juste de rire ensemble, de se rassembler puis avoir du fun ensemble. Si on peut réussir à faire ça, ben ça va être un succès.
Et donc, ce soir, pour ce tout premier talk show en musique, il y aura Sylvie Walker. Il y aura également un segment d'histoire, un segment de blagues, d'humour, un segment d'actualité aussi. Donc, et ça, c'est vraiment qu'une partie de ce qui attend les spectateurs ce soir. Donc, ça promet, Amélia. Vraiment. Et puis, demain, c'est la fameuse nuit blanche à Saskatoon, hein? Oui. Donc, une belle occasion pour tous les gens qui y seront d'admirer une foule d'installations artistiques un peu partout dans la ville de Saskatoon. Et parmi ces installations-là, on va retrouver celle des élèves de l'École catholique des Beaux-Arts Georges Vanier. Et on le voit à l'écran, il s'agit d'une petite ville qui représente celle de Saskatoon. Elle est faite de papier et de peinture également qui brille dans le noir. Et les élèves ont collaboré avec l'artiste Monique Martin qui considère que l'art est assez important pour les jeunes. On l'écoute. Cette connexion est plus importante pour les jeunes. Et aussi, les jeunes et les artistes dans le futur et les supporters des arts et peut-être les curateurs et les personnes à acheter les arts en le futur. Et plus important de connecter les élèves en les arts pour la ville et pour espérer le soul, l'espérer des élèves aussi. Une belle opportunité pour les jeunes de toucher à l'art, comme dirait le petit Enzo Christian. Ça représente pour moi une opportunité de démontrer, pas seulement mon œuvre, mais les œuvres de toute l'école à toute la ville. Et donc, la Nuit blanche de Saskatoon se déroulera demain dès 7 h et ce jusqu'à 1 h du matin. Et puis, la Nuit blanche de Regina Amélia aura lieu dimanche soir. Voilà. Merci beaucoup, Rose. Merci, Amélia. Voilà, c'est ce qui complète ce téléjournal. Retrouvez-moi cette fin de semaine ou en vrai, j'y retourne. Vous allez me retrouver à 18 h. Sinon, passez une belle soirée. On se réchauffe, hein? On va mettre nos manteaux chauds demain. Bonne soirée.